Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui a grandi à Dunkerque, donc dans une ville portuaire, qui est parti en Belgique pour apprendre l'art, qui a vécu à Paris dans des squats et qui aujourd'hui vit pas du tout dans des squats mais dans une très belle maison en pleine campagne dans la Drôme. Vous me suivez ? Bonjour, je suis Marc le goûteur d'art et aujourd'hui je vais vous parler de Didier Hamé qui est un artiste graveur. Donc j'avais connu Didier par internet en 2012 déjà et puis voilà, après un bref contact, chacun avait suivi sa route et puis c'est récemment que j'ai repris contact pour des choses beaucoup plus concrètes avec lui. Et ce qui m'arrangeait bien, c'est qu'aujourd'hui il vit dans la Drôme, pas loin de Die. Vous connaissez peut-être la Clairette de Die, pour les Français en tout cas. Et c'est une très belle région, il y a de jolies montagnes au sud du Vercors et de belles rivières également. Donc Didier Hamé est né d'un père mécanicien et d'une mère comptable dans la ville de Dunkerque et une famille a priori plutôt éloignée de la chose culturelle et artistique. Et bon, vers 11 ans, il a eu le choix entre faire du foot, comme beaucoup de garçons, et puis faire du dessin. Et pour des questions pratiques, pour des questions d'horaire, il a choisi de faire du dessin. Il s'est retrouvé aux Beaux-Arts de Dunkerque à faire des cours du soir au milieu des adultes. Et aujourd'hui, quand il s'en souvient, il me dit tout simplement c'était génial. Et à l'époque, on avait le droit de fumer dans des lieux fermés. Et il y avait quand même pas mal de fumée, puis ça sentait la pipe. Et le petit garçon de 11 ans au milieu de ces adultes, il était un peu la mascotte, mais ma foi, ce qui était plutôt sympathique pour lui. Et à Dunkerque, par contre, les débouchés, les études, les débouchés professionnels étaient liés au port, donc c'est une ville portuaire. Et donc c'était soit des métiers techniques, soit la comptabilité. Et donc lui, il a choisi la comptabilité. Et par contre, vers 15-16 ans, il a demandé à être réorienté à faire du dessin. Il n'avait aucune idée de ce qui était l'art, ou en tout cas très peu. Et il me dit la seule chose qu'il voulait, c'était dessiner, peindre, même plus précisément peindre des lettres. Voilà, c'était ce qu'il ambitionnait, tout simplement. Et puis c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Belgique à faire des humanités artistiques. Donc dans une école jésuite, il a attrapé l'examen d'entrée en cours de route et puis bon, visiblement ça s'est bien passé puisqu'il a réussi. Et c'est quelque chose, je vais pas forcément en reparler plusieurs fois, mais Didier me revient régulièrement là-dessus. Il exprime sa reconnaissance pour sa famille parce que ça a été un investissement financier pas neutre. Et il en est très reconnaissant à sa famille parce que ça a changé sa vie tout simplement. Et dans cette école, il a découvert ce qu'était l'art, et plus précisément l'art moderne. Et c'est là que, parti pour dessiner, en fait, il a été en contact avec l'art. Bon, ceci étant dit, à Dunkerque, il allait souvent se promener au port. Et au port, il y a toujours le musée portuaire. Et ça stimulait quand même pas mal son imagination. Mais c'était surtout des marines, forcément, dans un musée portuaire, avec des batailles navales, etc. Mais un jour, il est tombé sur un tableau de Serge Poliakoff, qui détonnait complètement par rapport à l'ensemble du musée. Ça a été un choc esthétique.
Et bien plus tard, il a découvert que c'était quelqu'un de passablement original, qui à la base était ingénieur, et Gilbert Delaine, c'est son nom. Et arrivé à la retraite, il s'est intéressé à l'art, aux artistes, et puis tout ingénieur qu'il était, il a été candidement rencontrer des artistes pour qui il avait de l'estime, qui n'étaient pas forcément célèbres aux côtés au moment où il les a rencontrés. Il s'est lié d'amitié avec eux, a acheté des toiles. Comme il était ami avec eux, on lui a donné des toiles. Et lui a fait don de ce fonds ensuite au musée portuaire. Ce qui ouvrait d'autres perspectives. Donc, toujours en Belgique, là, cette fois, donc, pour revenir aux Beaux-Arts, il me dit qu'il a rencontré des gens qui étaient quand même des doudingues, et des gens qui étaient complètement habités par la passion de l'art, et la passion de transmettre au travers de cet art un humanisme. Et son premier contact avec Picasso l'a été au travers d'un prof qui parlait flamand. C'était dans la partie francophone de la Belgique. Et comme lui parlait pas trop français et que les élèves parlaient pas, mis à part quelques mots, le flamand, il expliquait les choses en flamand, il montrait du doigt les livres pour tenter de se faire comprendre. Et Didier Hamet me dit que finalement la magie a opéré, que au-delà du vocabulaire, les choses ont été transmises. Probablement plus l'émotion, l'énergie que les mots théoriques. Hein. Et donc c'était l'époque punk, et vous allez voir que le professeur en question vivait bien son époque. Et un jour, ce prof a emmené les élèves à une exposition de Paul Klee, donc qui était déjà bien célèbre à ce moment-là. Et à un moment, ils arrivent devant une toile que le prof estime très mal exposée. C'était simple, il a attrapé la toile, il l'a décrochée pour la montrer à ses élèves sous un meilleur éclairage. Sauf qu'on est dans un musée avec toute la sécurité qu'il peut y avoir, donc forcément les alarmes ont hurlé, les gardiens lui ont sauté dessus. Heureusement, il est un petit peu connu comme il enseignait aux Beaux-Arts, et on l'a pas envoyé au poste de police et au tribunal tout de suite. Les choses se sont un petit peu calmées, on l'a laissé terminer la visite après avoir dûment remis le tableau à sa place. Et pendant tout le reste de la visite, il y avait 3 gardiens qui le surveillaient en permanence. Et en fait, il passait son temps à faire des grimaces, le prof aux gardiens. Et finalement, il faisait des choses que les élèves eux-mêmes n'auraient pas osé faire. Mais bon, voilà, c'était un petit peu le type de professeur qui pouvait être encore plus allumé que les élèves eux-mêmes. On n'a pas eu tous la chance d'avoir des profs quand même allumés comme ça, et on regarde l'enseignement d'une autre manière. En tout cas, ça c'est un bon élément de transmission. Voilà. Et dans cette école, la sélection était dure, mais se faisait pas tellement en tout cas pas en premier sur les capacités techniques, mais plutôt sur la motivation. Et Didier a même dit que c'était très bien, parce que pour se lancer dans une carrière artistique, il faut quand même être assez furieux, parce que économiquement, ceux qui sont artistes le savent, c'est dur, des fois même pas possible, et il faut quand même une bonne dose de motivation. Il faut croire à ce qu'on fait, quoi, hein. Il faut l'avoir au fond de soi. Et aujourd'hui, sous ces airs de gendre idéal, hein, c'est un monsieur qui est très doux. Ça c'est la première chose qui m'a marqué quand j'ai rencontré. C'est un grand costaud, et pourtant c'est un homme d'une très grande douceur. Et après la Belgique, il s'est retrouvé à Paris
a travaillé dans la publicité. Alors il s'est pas épanoui, on va dire, dans ce monde-là. En tout cas, les tâches qu'on lui donnait n'étaient pas très très créatives, hein. Et il s'est retrouvé à vivre dans des squats parisiens, donc dans la précarité, hein, tout simplement. Et c'était une période où il pratiquait des grands formats. Il me dit que c'était probablement lié à l'ego et à la démesure de la jeunesse. Et puis, à chaque fois qu'il déménageait d'un squat à un autre, c'était pas pratique, donc il abandonnait ses toiles. Il disait que finalement, du coup, en vivant dans cette précarité, il n'avait pas le respect pour son travail. Et puis, finalement, il s'est retrouvé dans un appartement, et là, il s'est mis à faire des formats beaucoup plus petits et beaucoup plus soigné surtout. Il a commencé à soigner davantage et aujourd'hui il a d'ailleurs un travail d'une très très grande précision. Et donc à Paris, je vous disais, il a travaillé dans la publicité. C'était pour remercier ses parents, c'était pour dire voilà, vous avez investi sur moi, maintenant j'ai un travail, j'ai une situation. Mais voilà, il n'était pas du tout épanoui, heureux tout simplement. Et sa mère a eu l'intelligence de s'en rendre compte d'une part et puis de lui dire écoute, tant pis pour le fait de gagner ta vie avec un salaire tous les mois, suis la voie où tu vas être heureux. Et lui a recommandé de s'inscrire aux Beaux-Arts de Paris. Et là, il a été vraiment, vraiment heureux. Et donc, bon, il avait un petit travail pour gagner sa vie. Et en parallèle, il suivait les Beaux-Arts. Et il m'en parle comme d'une famille. C'était une ambiance qu'il a énormément aimée. Et il précise que c'était une ruche, hein, ça grouillait. Il s'était même lié d'amitié avec un étudiant iranien qui était en auditeur libre. Probablement en dilettante parce que c'était un monsieur de 50 ans. Et ça faisait des années qu'il était là. Et il connaissait toute l'histoire de la maison. Et c'est plus tard que Didier est devenu graveur. Et ce qui lui a plu dans cette période, c'était dans le passage à la gravure, c'était le trait. Et il me dit c'était comme une bataille avec la matière, hein, de creuser pour laisser ses traits. Et pourtant, il me dit que c'est des choses qu'on retrouve dans la virtuosité en musique ou en danse. Le travail ne doit pas sentir la sueur, hein, et on ne doit pas percevoir que c'est laborieux. Il doit y avoir une maîtrise suffisante de la technique pour qu'on ne la montre pas aux spectateurs. Même si c'est quelqu'un qui a beaucoup douté, beaucoup cherché, il me dit qu'aujourd'hui il ne doute plus. Il se sent complètement en osmose avec ce qu'il veut montrer. Et peut-être que c'est une question de maîtrise technique, hein, tout simplement, mais en tout cas il se sent en cohérence avec ce qu'il fait. Aujourd'hui il vit en campagne, vraiment dans la campagne, et la folle vie parisienne qui lui a beaucoup plu et qui correspondait probablement à une époque de sa vie, aujourd'hui ne lui manque pas. Il aime la vie à la campagne, et je pense qu'effectivement ça correspond au style qu'il a à son travail. Et Didier Hamé me dit que la campagne correspond au temps, à la durée, au silence dont il a besoin pour la création. Alors je vais vous dire des petits secrets, mais pas trop, on va garder un petit bout du secret. Didier a rencontré sa compagne,
Un ami un jour lui a dit d'aller voir une exposition d'une artiste qui faisait de la gravure également. Et il dit, mais en fait, ça ressemble tellement à ce que tu fais, on aurait pu dire ta sœur. Et quand il a été voir le travail, effectivement, il a complètement craqué sur ce travail. Et puis, il a perdu cet artiste de vue, et puis voilà, les choses n'ont pas été plus loin. Et c'est 2 ans plus tard, une personne en charge d'un centre culturel a organisé une exposition, et il s'est trouvé que cet artiste, le centre culturel a voulu organiser l'expo avec Didier Hamé et cet artiste. Et là, cette fois, il a craqué non seulement sur le travail artistique, mais aussi sur l'artiste elle-même. Et puis aujourd'hui, ils vivent à la campagne, ils ont des enfants. Donc, juste pour faire un petit retour en arrière, Didier, je vous parlais de confiance tout à l'heure, la première exposition qu'il a fait a très bien marché. Et lui, il l'a pris comme un encouragement. Alors, probablement qu'il n'avait pas besoin de ça, mais en tout cas, ça lui a donné de la confiance pour la suite. Et effectivement, il a eu d'autres expériences qui ont bien fonctionné. Et puis, pour terminer, le travail de Didier Hamé, enfin, c'est un travail que j'aime beaucoup. Il travaille beaucoup avec le plexiglas et il aime. C'est une matière qui est tendre au regard du travail sur le cuivre ou encore plus sur l'acier. Et donc, avec le poids de la presse pour imprimer la gravure, on ne peut pas faire un très grand nombre de tirages. Et il me dit qu'il aime bien ça parce que du coup, on garde des petites séries et on est obligé de passer à autre chose, de faire une autre œuvre. On ne peut pas faire des tirages à 150 exemplaires. C'est à tout casser une quinzaine d'exemplaires. Et ce qu'il aime bien faire, ou ce qu'il faisait à une époque, c'était de rehausser à la gouache ces gravures, et du coup ça en faisait des œuvres qui sont uniques. Ce que j'aime, c'est la finesse de son trait. C'est quelque chose qui est très travaillé, et c'est un très très beau travail. Et les choses fonctionnent bien. Didier, en France en tout cas, est reconnu pour son travail. Il peut en vivre, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Et tout simplement, par rapport à la période de squat dont je parlais, tout simplement il est profondément heureux. Et la dernière fois je le voyais, il me disait qu'il se sentait même privilégié d'avoir la vie qu'il avait. En tout cas, je vous recommande vivement son travail. C'est un très très beau travail et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.